Après la Seconde Guerre mondiale, l'une des priorités des États-Unis, c'est se substituer à l'Europe sur tous les champs que je viens d'énoncer. Et l'Europe a perdu, et notamment la France, toutes ses positions sur ces champs-là. Faire venir l'argent chinois parce qu'on en a besoin, immédiatement, la question c'est qu'est-ce que ça nous coûte en termes de puissance? Quand j'entends notre président de la République souhaiter qu'on entre dans une économie de guerre, je pense que soit il ne sait pas de quoi il parle, et là je vais être très dur, soit il ne se rend pas compte. Le résultat, c'est que c'est les États-Unis qui sont perçus comme, effectivement, la puissance qui nous a fait le plus de mal. Nous sommes sous dépendance des États-Unis d'Amérique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe ne peut pas continuer à être ce jardin d'Éden de la libre concurrence dans un monde hostile en essayant de sauvegarder son mode opératoire. L'Allemagne, en tant que telle, elle a une culture de la guerre économique que nous n'avons pas. Tant que dans la classe politique française, il y aura une domination des gens qui acceptent la dépendance américaine, mais aussi chinoise, ça va être très compliqué pour que l'appareil d'État commence à s'émanciper de cette chape de plomb de la double dépendance américaine et chinoise. Le premier empire du monde, sa plus grande faiblesse, c'est d'avoir réduit la connaissance à la portion congrue de la société de consommation au niveau le plus pauvre qui soit. Christian Arbulot, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Alors, vous êtes un pionnier de l'intelligence économique. Vous êtes même spécialiste de la notion de guerre économique, qui est un concept dont vous avez été l'initiateur en France et en Europe. Vous avez, dans ce contexte, créé l'école de guerre économique que vous dirigez. Alors, pour commencer cet entretien, j'ai envie de vous demander, finalement, c'est quoi la guerre économique? Alors la guerre économique, c'est une confrontation entre parties pour capter, contrôler, s'accaparer des richesses de quelque nature que ce soit, et aussi pour être dans un processus d'accroissement de puissance par l'économie. Et depuis quand on parle de guerre économique? Et est-ce que ces manifestations ont évolué au cours de l'histoire? Alors, c'est important de souligner que finalement, c'est une expression qui est restée très longtemps pratiquement inutilisée. Euh, on a commencé à parler de cette notion-là en l'associant à la guerre militaire. Et on peut dire que c'est au début du XXe siècle, à cause de la Première Guerre mondiale, qu'on va être obligé de reconnaître l'importance des enjeux économiques parallèlement à la conduite d'une guerre militaire. Donc c'est vrai qu'il nous a fallu beaucoup de temps, pour ce qui me concerne une trentaine d'années, pour commencer à asseoir le concept et à lui donner une existence officielle. Alors, on peut dire qu'on est aidé aujourd'hui à la fois par les événements, mais aussi, si je reviens au monde académique, parce que les lignes bougent. Alors, notamment au niveau international. C'est-à-dire qu'on voit déjà du côté des BRICS, ce qu'on appelle les BRICS, émerger une pensée qui conteste en fait les fondamentaux du libéralisme, qui conteste la vision très centrée sur l'industrie, le marché et le monde financier. On commence aussi à cerner les limites du mot guerre, et notamment du mot guerre militaire. Petit à petit, on se rend compte que la guerre militaire n'aboutit pas forcément à un processus d'accroissement de puissance. Ça remet en question beaucoup de lectures sur les affrontements, la finalité des affrontements, les moyens alloués aux affrontements, et y compris même la compréhension de certains phénomènes. Exemple, on découvre que la Russie a été capable de se redonner l'élan d'une économie de guerre finalement beaucoup plus vite que les États-Unis. Et
si on prend la grille de lecture habituelle, c'est-à-dire le PIB, la comparaison des produits intérieurs bruts ou d'autres facteurs liés aux économistes, on ne comprend pas. Comment expliquer que la première puissance économique du monde, les États-Unis, n'arrive pas à se doter d'une économie de guerre circonstanciée par rapport aux événements comme la Russie. Et comme vous le dites, le monde aussi a changé depuis lors, parce que maintenant il y a des conflits militaires et en effet la puissance de l'État n'augmente pas malgré une victoire, comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, d'après vous, sur quoi va reposer et qu'est-ce qui va fonder la puissance d'un État? La colonne vertébrale des rapports de force, elle s'appuie sur des réalités économiques, depuis le début. Et si je me situe sur la période actuelle, j'ai un défi intellectuel, en fait. D'un côté, j'ai les États-Unis, qui sont de très loin le pays le plus efficace sur le plan de la guerre économique. Du temps de paix, car l'économie de guerre, c'est pas tout à fait la même chose. Et paradoxalement, sur l'aspect géostratégique, c'est-à-dire là où on voit apparaître les points de repère classiques tels qu'ils ont été définis pour essayer de définir l'expression puissance, puissance d'un pays, eh bien là, qu'est-ce que je constate? Je constate que les États-Unis ont subi tout un tas de revers depuis la guerre du Vietnam. Et des revers importants, c'est-à-dire on ne peut pas dire que l'Afghanistan soit un succès. On ne peut pas dire que l'Irak, même s'ils ont vaincu Saddam Hussein, soit un succès. On ne peut pas dire que ce qui s'est passé en Syrie contre Assad soit un succès. On ne peut pas dire que le renversement de Kadhafi, auquel les États-Unis ont participé, aboutit à un succès. Donc, il y a toute une liste de revers qui font qu'aujourd'hui, force est de constater que les États-Unis stagnent ou reculent sur un certain nombre de zones au niveau mondial. Et c'est là où je vous dis, j'ai un défi intellectuel à résoudre. C'est comment expliquer que d'un côté, ils demeurent de loin les plus forts sur le terrain de la guerre économique du temps de paix, et paradoxalement, ils s'affaiblissent considérablement sur les définitions classiques de la puissance autour de la diplomatie, du monde militaire et tout ce qui entoure les différents types de rapports de force qui en découlent. Donc, ce défi intellectuel, finalement, il n'est pas posé tel quel. C'est-à-dire que quand je suis dans le monde militaire, on va surtout me parler de géostratégie. Et on va éviter d'aborder la question de la liste des pays que je viens de citer, où les États-Unis ont subi un revers important sur le terrain géostratégique. En revanche, on ne parlera pratiquement pas de la géoéconomie et de la puissance américaine dans ce domaine. Donc, vous voyez, on est dans un paradoxe, et c'est un paradoxe dont on parle finalement très très peu. Eh bien justement, on en parle ici et on va développer dans un petit moment la partie États-Unis. Mais par rapport à ce que vous dites, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui il peut y avoir une guerre qui ne soit pas aussi une guerre économique? Pour moi, c'est absolument indissociable. C'est-à-dire, quand je dis on remet en question la grille de lecture clausewitzienne, c'est que la guerre militaire n'est qu'un élément, là je parle de confrontation, hein, de l'histoire longue des confrontations dans la quête de puissance, justement. Et ça, c'est un problème qu'on a du mal à intégrer, c'est-à-dire que à chaque fois, on revient au point de repère guerre militaire. C'est ça qui est le monopole de la violence, se traduit par l'affrontement létal, et c'est ce qui va déterminer si un pays l'emporte sur un autre. Mais j'insiste, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont gagné, une partie de ceux qui ont gagné ont perdu. Pas militairement, mais ils ont perdu en termes de puissance. C'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'au cours du XXe siècle, on ait réellement osé aborder la question sur laquelle nous travaillons, mais de manière durable, et moi en particulier depuis très longtemps, l'accroissement de puissance par l'économie. Cette notion d'accroissement de puissance par l'économie, qui pour moi est absolument essentielle, je ne vais pas m'appuyer sur Clausewitz
pour l'analyser, cette notion. Pourquoi ? Parce que dans le temps long, les guerres militaires n'occupent qu'un espace finalement très relatif. Le reste, c'est hors contexte militaire. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Et quand on regarde aussi ce qui se passe depuis quelques décennies au niveau de l'Occident, est-ce qu'il n'y a pas une tentation à partir du moment où on est devenu assez faible militairement, où on vieillit beaucoup, donc il n'y a plus beaucoup de jeunes, il n'y a pas assez de jeunes, donc c'est sûrement pas le moment de les envoyer mourir au front, une tentation de remplacer la guerre militaire par la guerre économique. Et je pense ici à ce qui s'est passé au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On a vu Bruno Le Maire nous expliquer qu'on allait écrouler l'économie russe. On voyait que, quelque part, la première attaque, couronnée de succès, comme on l'a vu, Oui. comme historiquement on sait faire quand même chez nous, a quand même été un acte de guerre économique et qui d'ailleurs avait entraîné tout de suite une protestation assez forte de Medvedev qui avait dit attention, la guerre économique, enfin on commence par la guerre économique, ça peut vite devenir après une guerre militaire. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme enseignement, ce qui se passe justement dans ce conflit ukrainien, peut-être aussi dans le conflit actuellement à Gaza, sur cet aspect de guerre économique? En fait, ça rejoint la question que vous me posiez il y a quelques minutes. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans l'appréhension du résultat des rapports de force. C'est-à-dire que depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, si on prend toutes les guerres, soit mondiales, soit moyennes, soit les petites guerres, on voit que les résultats ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on attendait. On voit que le coût des guerres a été de plus en plus fort, a bloqué le développement de pays, parfois les a fait régresser, et que très souvent, à quelques exceptions près, ça a déstabilisé la dynamique de puissance. Pourquoi à quelques exceptions près ? Parce qu'on le sait bien, aux États-Unis, le complexe militaro-industriel, par exemple, s'est nourri de la guerre et continue à se nourrir de la guerre. Ça, c'est vrai. Mais sur l'ensemble des pays, on voit que la guerre militaire, de plus en plus, depuis 2 siècles, aboutit à quelque chose de finalement très négatif en termes de résultats. Même s'il y a victoire. Même s'il y a victoire. Et on voit bien, si je m'attarde 2 secondes sur les États-Unis, que tout l'appareil de construction d'armement au cours de la Seconde Guerre mondiale a créé une surproduction de produits qui n'ont pas pu écouler après la guerre, et ça a déstabilisé l'économie américaine à la fin des années 50. La crise de l'acier et tout un tas de choses de ce type-là liées à ce phénomène. Donc, oui, la guerre militaire n'est plus une fin en soi pour trancher au sommet de la pyramide de tous les rapports de force la question de la puissance. Moi, je considère qu'effectivement, de plus en plus, on passe par des logiques de rapports de force de nature économique pour évaluer qui est le plus à même de dominer l'autre en termes de puissance globale. Et on le voit bien, si on prend le cas de la Chine, vous notez bien, certes, la Chine fait des efforts pour se militariser, pour se moderniser, sur terre, sur air, par air, sur mer, pardon, mais sa priorité absolue, c'est de conquérir les marchés. Sa priorité absolue, c'est de bénéficier d'un climat de paix pour être éventuellement à terme la première puissance économique du monde, avoir la monnaie correspondant à ce positionnement, et donc dominer à la place des États-Unis, et de manière différente d'ailleurs. Donc là, je crois qu'il y a un changement radical, et vous me parliez de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, alors là, je pense que c'est une leçon de choses. Leçon de choses, pourquoi ? Un, parce qu'on voit bien que l'économie de guerre, j'y reviens, pour mobiliser un pays comme les États-Unis et le faire passer en régime d'économie de guerre, il faut que ce pays se sente menacé presque au niveau intérieur, ce qui n'est absolument pas le cas. Deuxièmement, c'est une mobilisation des mentalités. Regardez ce qu'ils ont dû faire au début de la Première Guerre mondiale, au début de la Seconde Guerre mondiale, pour amener leur population à accepter que
les États-Unis allaient s'impliquer dans une guerre mondiale. Ça a été très compliqué. Là, aujourd'hui, il est clair que la politique américaine, le président des États-Unis actuel, n'a pas les moyens de mobiliser sa population pour imposer à une partie de son appareil industriel de rentrer dans une économie de guerre. C'est là où, par exemple, si je constate que les États-Unis n'ont pas ces moyens-là, quand j'entends notre président de la République souhaiter qu'on entre dans une économie de guerre, je pense que soit il ne sait pas de quoi il parle, et là je vais être très dur, soit il ne se rend pas compte. Mais la France, encore moins que les États-Unis, n'a les capacités, dans l'état où elle est, avec son seuil industriel, de passer à un régime d'économie de guerre. Ce n'est même pas une utopie, c'est un non-sens. Et je reviens sur cet exemple russe. Si la Russie, pays autoritaire, arrive à construire une économie de guerre et que nous, pays non autoritaires, nous n'y arrivons pas, c'est quand même une interpellation très très forte qui ne peut pas être passée sous silence et qui ne peut pas être réduit au schéma classique de l'anticommunisme primaire récurrent que je vois constamment alimenter des listes de discussion des pro-ukrainiens français, par exemple. Ça ne suffit pas. L'explication de l'anticommunisme ne suffit pas. La résilience russe va bien au-delà de cette fixette sur l'anticommunisme primaire de ces milieux que je viens de désigner du doigt et va bien au-delà aussi de ceux qu'ils appellent le pouls, pour parler de Poutine, leur haine vis-à-vis de Poutine. Non, on n'est pas dans l'explication, là. On est dans la gesticulation verbale ou écrite. Et ça, c'est un problème majeur. J'insiste, comment expliquer la résilience russe, qui n'est pas récente et qui devrait être un élément fort de notre grille de lecture, ce qui n'est pas le cas. Oui, alors face à ces enjeux, il est important d'essayer de percevoir quels sont nos ennemis sur le terrain de la guerre économique. Je vous propose de réagir à ce sondage qui avait été fait sur la perception de l'agressivité économique de différents pays, qui allaient donc de la Chine, États-Unis, Chine, Allemagne, Russie et Royaume-Uni. Qu'est-ce que ça a dit, ce sondage, pour vous? Alors, pour moi, ça, c'est un sondage très important parce que, d'abord, on brise, non pas un plafond de verre, mais on brise un miroir sans teint, devrais-je dire. C'est-à-dire que dans un pays comme le nôtre, ce type de résultat n'est pas possible dans l'énoncé public. Et on ne peut pas dire, par exemple, que ce sont les États-Unis d'Amérique qui, au regard de l'histoire du XXe siècle et du début du XXIe, sont finalement la puissance qui nous a fait le plus mal en termes de puissance par rapport à nos intérêts économiques. Ça, c'est impossible à dire en France en 2023. Et pourtant, quand on a sondé les milieux de l'intelligence économique, c'est-à-dire cette petite parcelle de personnes qui sont dans les rapports de force, dans leur métier quotidien, qu'ils soient soit dans des cabinets de conseil, soit dans des groupes ou ailleurs, le résultat, c'est que c'est les États-Unis qui sont perçus comme, effectivement, la puissance qui nous a fait le plus de mal. Et dans les grandes déclarations politiques des présidents de la République, il y a deux hommes, Charles de Gaulle et François Mitterrand, qui, chacun à des moments différents, ont, à un moment donné, dit cela. On peut dire que 40 ans plus tard, ou 50 ans plus tard, on est toujours dans la même situation. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, lorsqu'on regarde tous les secteurs industriels et qu'on fait un peu un audit, c'est la puissance la plus agressive et qui nous coûte, c'est-à-dire qui nous coûte en termes de monnaie sonnante et trébuchante. On perd des marchés, on perd des infrastructures industrielles et on a vraiment un problème qui est récurrent, dont on ne parle pas parce que ça, c'est le deuxième sujet tabou, et qu'avait bien relevé Georges-Henri Soutou, c'est que nous sommes sous dépendance des États-Unis d'Amérique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi a-t-on placé la Chine en deux? C'est parce que maintenant, nous sommes sous une double dépendance. C'est-à-dire nous sommes à la fois dépendants des États-Unis
sur tout un tas de domaines. Exemple, je parlais du monde immatériel, on est complètement dépendant des États-Unis dans tout ce qui est les technologies de l'information et toutes les industries qui en découlent. Je ne vais pas revenir sur les GAMAM, ex-GAFAM ou des choses de genre, mais la Chine, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est archi-dépendant de la Chine sur toute une partie du monde matériel ancien qui a été délocalisé dans cette partie du monde, mais aussi sur toute une partie du monde technologique. Donc, aujourd'hui, il découle de ça d'ailleurs, une fois de plus, un défi. On découvrirait un jour que sous Emmanuel Macron, effectivement, il a été pris un certain nombre de décisions pour renforcer la notion de sécurité économique. Mais il y a une nuance très importante, c'est qu'on peut effectivement faire monter en puissance la notion de sécurité économique, créer un comité stratégique dont on ne parle pas mais qui existe et qui joue ce rôle. Mais pourquoi le mais? C'est parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas dire « nous avons besoin de l'argent chinois car nous n'avons plus d'argent, donc il faut laisser passer l'argent chinois ». À quoi est-il utilisé par les Chinois en France? C'est une évidence que ça ne renforce pas la puissance de la France. Ça l'affaiblit à cause du problème de la dépendance. Et d'autre part, on va mobiliser nos services de sécurité pour surveiller, beaucoup plus qu'auparavant, l'activité des services chinois en France. Donc, je suis désolé, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir politique français n'a pas de grille de lecture réelle sur la notion de puissance économique, n'a pas de grille de lecture réelle sur l'accroissement de puissance par l'économie, parce que si c'était le cas, un président de la République ne peut pas dire ça, c'est-à-dire il faut faire venir l'argent chinois parce qu'on en a besoin. Non. Faire venir l'argent chinois parce qu'on en a besoin, immédiatement, la question c'est qu'est-ce que ça nous coûte en termes de puissance? Le général de Gaulle, en 1945, quand il a refusé le plan que Mendès France lui proposait, qui était vraiment un plan de remise en selle de l'économie française avec une grille de lecture guerre économique, et notamment par rapport aux États-Unis. Pourquoi il l'a refusé? Parce qu'il avait besoin de l'argent américain. Là, on était exsangue. Et c'est donc une concession majeure qu'il a faite à ce moment-là, mais il savait qu'il y avait un prix à payer, qui allait être la dépendance économique. Ce qui fait qu'en 1958, il a essayé justement de réduire cette dépendance. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est la même chose vis-à-vis de la Chine. Donc c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi le président de la République, Emmanuel Macron, dit d'un côté, il faut faire venir l'argent chinois parce qu'on n'a plus d'argent, et de l'autre, mais on va compenser, mais en même temps, là on peut mettre le en même temps, en surveillant les actions nuisibles d'ingérence des services chinois. Mais on ne parle pas de la même chose. Vous avez beaucoup parlé des États-Unis et de leur influence assez néfaste sur notre puissance. Quelles sont leurs méthodes de domination? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil dont on souffre et dont on pâtit? Alors moi, je crois que les États-Unis ont parfaitement compris comment l'Europe dominait le monde entre les deux guerres. Le pic de domination. Première chose, ils ont compris que la domination passait par la production de connaissances. Entre les deux guerres, l'Europe dominait l'information scientifique et technique, dominait le monde de l'édition, dominait le monde éducatif, avait les référentiels universitaires qui allaient bien. Et après la Seconde Guerre mondiale, l'une des priorités des États-Unis, c'est se substituer à l'Europe sur tous les champs que je viens d'énoncer. Et l'Europe a perdu, et notamment la France, toutes ses positions sur ces champs-là. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vaut de dominer dans le monde de l'édition scientifique? Finalement, c'est un petit marché par rapport à d'autres. Oui et non. C'est-à-dire que quand on est à l'amont pour mettre en avant tous les concepts, aussi bien dans les sciences dures, voire dans les sciences molles, et qu'on maîtrise tout ça, par la suite, ça se traduit par quoi au niveau très concret? Eh bien, ça se traduit parce que les États-Unis ont bâti, en plusieurs dizaines d'années après-guerre, les cabinets de conseil, les cabinets d'audit, les cabinets spécialisés dans le mode finance, toute l'ingénierie cognitive de l'économie de marché du monde occidental et du monde tout court. Alors vous allez me dire à quoi ça sert?
Eh bien, un exemple qui m'a été donné au début des années 2000 par un spécialiste de l'industrie de l'eau en France, qui était dans un des 2 grands groupes français, leaders mondiaux à l'époque, et qui m'a dit un jour, comme les États-Unis n'arrivaient pas à nous déboulonner, que les 2 groupes qui avaient voulu le faire avaient échoué, Enron avait explosé en vol, ils ont contre-attaqué comment? Pour essayer de, malgré tout, nous affaiblir. 1. Les cabinets d'audit dominant l'ensemble du marché de l'audit au niveau mondial sont allés voir les gouvernements des économies émergentes et leur ont dit « il faut changer vos procédures d'appel d'offres ». Et ils les ont aidés à changer les procédures d'appel d'offres. Vous allez me dire, pardon, où est le problème? Le problème, c'est que les groupes français avaient des procédures d'appel d'offres qui prenaient en compte tous les aspects de l'industrie de l'eau. Donc, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conseillé au gouvernement des économies émergentes de faire exploser ce système et de répartir, de saucissonner les procédures d'appel d'offres. Ça a entraîné quoi? Ça a entraîné que les groupes français ont dû totalement revoir leur système. Pourquoi? Parce que la France n'a aucun cabinet d'audit qui est capable de rivaliser avec les grands cabinets d'audit américains. Seul en Allemagne, un cabinet avait tenté de rester au niveau compétitif des grands cabinets d'audit mondiaux. Donc là, on voit bien le lien qu'il y a entre j'occupe le terrain dans la production de connaissances, au départ sur les aspects scientifiques, éducatifs, pour en arriver à un business mondial, à savoir que lorsque les grands groupes industriels ont besoin de connaissances, ont besoin d'être accompagnés, je suis là et je suis le leader mondial. Et je n'ai pas de concurrent. Donc là, on voit comment les Américains, après-guerre, ont occupé cette partie-là de l'économie de marché qui est devenue une partie essentielle. Et ça est toujours le cas, d'ailleurs. Je ne vais pas revenir sur McKinsey et tout le roman McKinsey des 3 dernières années, mais enfin, McKinsey fait partie de ces grands cabinets d'audit dont je viens de parler. Et les États-Unis utilisent aussi beaucoup l'extraterritorialité de leurs droits. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, ils ne sont pas arrêtés à la production de connaissances, effectivement. Les États-Unis ont compris que lorsqu'au moment de la présidence Carter, où a éclaté le problème de la corruption à l'intérieur des États-Unis, et parce qu'elle était très importante, il a été décidé de légiférer. Légiférer, ça veut dire obliger les entreprises américaines à revoir leur copie sur ce fameux dossier de la corruption. Lorsque ça a été fait, les Américains ont constaté que ailleurs, il n'y avait pas eu le même type de démarche. Donc, il y avait une sorte de décalage entre la manière dont les entreprises américaines avaient été remises plus ou moins dans le droit chemin par rapport à la corruption en intramuros, et en extramuros, il y avait les concurrents européens et asiatiques qui, eux, continuaient à vivre comme avant, comme le faisaient avant les Américains. Et à vivre comme avant, ça veut dire, par exemple, donner des pots de vin pour se positionner dans des appels d'offres, etc. Et rappelez-vous qu'à cette époque-là, en France, il y avait un accord entre l'économie, le ministère de l'économie et des finances et les groupes où il y avait une sorte de gentleman agreement pour que ça ne soit pas de l'illégalité, que ça soit négocié. Bon. Donc les Américains ont lancé une démarche rouleau compresseur, c'est-à-dire ils sont passés par l'OCDE, qui est cet organisme de concertation du monde occidental, des pays développés, en disant il faut changer le rapport à la corruption. Il faut justement sortir une législation anticorruption. Ils en ont été les donneurs d'ordre d'une certaine manière, ils ont fait passer ça, c'est bien pratique par l'OCDE pour blanchir leur démarche d'influence. Ça a donné lieu effectivement dans les faits à ce que tout un tas de pays adoptent une nouvelle législation, dont la France, ce qui a complètement déstabilisé tous les systèmes de captation de contrats par les groupes français.
Et là, on est entré dans une période transitoire où des groupes français ont continué à jouer au chat et à la souris. C'est-à-dire ont voulu malgré tout continuer à utiliser les vieilles méthodes. Et là, on en vient à l'expression que vous avez citée. Qu'ont fait les États-Unis? Constatant que la convention OCDE ne suffisait pas, que les lois nationales n'étaient pas vraiment appliquées, celles après la convention, eh bien, ils ont fait deux choses très simples. Ils ont commencé à cibler des grands groupes non américains en étudiant en particulier les procédures d'appel d'offres, notamment vis-à-vis de la Chine. Car les États-Unis ne pouvaient pas renverser la table. Il fallait aller chercher le point faible. Et le point faible, ils sont allés le chercher sur un sujet très très précis, à savoir dire à des groupes qui étaient des groupes non américains, européens, qui étaient en train de passer des procédures de joint venture avec des sociétés chinoises, détecter là où il y avait une porosité vis-à-vis du complexe militaro-industriel chinois, risque de transfert de technologie lié à ces procédures d'appel d'offres. Et là, les États-Unis ont commencé à mettre en garde. Et au début, ça passe par des petits articles dans la presse américaine, dans le Wall Street Journal, dans des quotidiens comme ça, en disant « Ah, attention, tel groupe non américain s'apprête à passer un accord, il y a un risque que ça arme la Chine communiste au niveau du complexe militaro-industriel. » Et nous, on a continué à jouer au chat à la souris. Voyant cela, nous, c'est les comités exécutifs des groupes en question, français notamment, d'origine française. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on entre en piste le renseignement américain qui va mener des enquêtes sur chaque négociateur de ces groupes dans les accords de joint venture avec la Chine. Passer de l'individu. Où était-il avant? A-t-il participé à des procédures d'appel d'offres dans des économies émergentes? Et est-il mêlé éventuellement à une démarche de pot de vin par rapport à tel haut fonctionnaire d'économie émergente? Recherche du renseignement américain, ciblage, et lorsque le renseignement américain découvre que sur un dossier, il peut identifier des fonctionnaires locaux de ces économies émergentes, aller au contact, soit les acheter, soit exercer une pression, certains diraient un chantage, pour qu'ils puissent devenir des témoins potentiels. Après, une fois que le dossier est ficelé, arrive le DOJ, le département de la justice, qui monte un dossier à vocation judiciaire pour dire au groupe, vous êtes un groupe corrompu, vous versez des pots de vin, voici les éléments. Et là, quand je parle de rouleau compresseur, ce qui est redoutable, l'affaire Pierucci avec Alstom, c'est une étude de cas intéressante. C'est la manière dont les Américains s'y prennent. C'est-à-dire, ils s'y prennent énormément pour ne pas aller jusqu'au procès, exercer une pression. Et en général, qu'est-ce qui se passe? On procède à l'arrestation de la personne, qui n'est pas forcément au courant d'ailleurs, qu'il y a une enquête sur elle, lorsqu'elle va sur un aéroport où la police américaine peut intervenir. C'est ce qui est arrivé à Pierucci. Et ensuite, il y a le chantage. Ou vous acceptez de passer sous nos fourches codines, et dans ce cas-là, vous ferez un peu de prison, mais vous n'irez pas jusqu'au procès, ou sinon, vous allez faire de la préventive, prison préventive, et il va y avoir procès. Et la plupart, bien entendu, craquent. On a un cas qu'on expose d'ailleurs dans l'ouvrage Guerre économique aux éditions du Nouveau Monde, dans le second, Comment gagner, qui est quelqu'un qui s'est fait arrêter, a fait de la prison, mais est allé jusqu'au procès. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il a gagné lors de ce procès. Il raconte toute cette histoire racontée dans le second ouvrage, Guerre économique, comment gagner. Parce que le dossier du DOJ, devant une juridiction américaine, ne tient pas. C'est ça qui est extraordinaire. Donc on a un rouleau compresseur qui se déroule, comme je viens de vous l'expliquer, et qui fait craquer la plupart des individus,
mais qui est souvent un montage de pression psychologique où l'objectif, c'est de ne surtout pas aller à la démonstration juridique lors d'un procès public. Mais pourquoi on ne lutte pas contre cette domination américaine, contre ces agissements américains qui nuisent à nos intérêts? À cause du rapport de force initial, nous sommes sous dépendance des États-Unis d'Amérique depuis 1945. Nous l'avons accepté implicitement. Quand je dis nous l'avons accepté implicitement, je renvoie de nouveau aux écrits de Georges-Henri Soutou, qui dit, dès 1945, ce qui restait du monde politique français, qui n'avait pas été taché par la collaboration sous Pétain, est allé aux États-Unis pour plaider la nécessité de maintenir des bases américaines en Europe. Et la dépendance, elle commence là, sous prétexte du risque de l'invasion soviétique ou du réarmement allemand. Bon, je le répète, chaque fois que je cite ce cas, c'est deux faux prétextes. Le vrai problème en France, c'est la peur du Parti communiste français à 27% du corps électoral et d'une tentation titiste, c'est-à-dire on n'obéit pas à Staline et on fait comme Tito en Yougoslavie. Et là, il y a un risque. Donc il fallait la protection des États-Unis par une présence militaire en Europe et notamment en France parce qu'il y a eu des bases américaines entre 1945 et la sortie de l'OTAN militaire de De Gaulle au cours des années 60. Donc cette dépendance, on s'y est habitué. On en a accepté les règles. On a accepté d'en payer le prix. Il y a pas mal de choses qui commencent à sortir sur le plan Marshall, justement, qui n'était pas qu'un plan d'aide, mais qui était déjà un plan qui orchestrait la dépendance à l'égard des États-Unis. Et seul à l'époque, d'ailleurs, c'est le Parti communiste français qui a mené, avec la CGT, des manifestations, notamment sur l'industrie culturelle, principalement sur cet aspect-là, à l'époque. Donc, s'habituant à cette notion de dépendance, acceptant d'en payer le prix, n'en débattant pas publiquement, ce n'est pas un débat électoral, aucune grande élection en France n'a vu un tel débat se nourrir de ce que je suis en train de dire, ou de la question que vous venez de me poser. C'était un non-dit. Donc, lutter contre l'extraterritorialité américaine, c'est d'une certaine manière remettre en question la dépendance vis-à-vis des États-Unis qui existe maintenant depuis 1945. Alors, ce n'est pas un casus belli au sens militaire, mais pour les États-Unis, ça serait considéré comme la remise en question d'une sorte d'ordre établi post-1945 jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on est aussi peu formé et préparé à gérer la guerre économique en France? J'imagine que vous parlez régulièrement avec des responsables politiques de ce sujet. Comment vous les sentez? Ils sont quoi? Ils voient pas le problème? Ils sont complices? Ils sont naïfs? Est-ce qu'ils voient vraiment l'étendue du danger? Alors, il y a plusieurs catégories de personnages. Il y a ceux, effectivement, qui ne voient pas le problème, parce que le fait d'intérioriser cette notion de dépendance, ça devient la normalité. Le problème qu'on a aujourd'hui, là, ce n'est pas tellement dans le monde politique, c'est dans le monde patronal. C'est-à-dire, la grande majorité du patronat français s'est habitué à cette dépendance. Et on le voit quand je vous parlais de monde immatériel, lorsqu'on a des tentatives en France pour pointer du doigt, mais dans le bon sens du terme, la créativité, l'innovation technologique, ceux qui essaient de le faire ont un écho très relatif. Lorsqu'une entreprise américaine sur le même secteur vient présenter un produit, en France, quand c'est une entreprise française, elle réunit 200-300 acteurs. Quand c'est une entreprise américaine, il faut rajouter un zéro. C'est 2500 ou 3000. Pourquoi? Parce que l'innovation vient des États-Unis. Et ça ne nous viendrait pas à l'esprit de penser, d'imaginer qu'on puisse, nous, être en avance sur les États-Unis dans certains domaines, ce qui est le cas d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier problème. Le patronat français, avant même de parler du monde politique. Maintenant, dans le monde politique, effectivement, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui n'ont pas de culture. Édouard Philippe, ex-premier ministre, disait récemment, il y a un manque de profondeur politique, mais de rajouter immédiatement, je n'aime pas le mot guerre économique. Donc là, on est dans le « en même temps » macronien. J'aime pas le terme guerre économique. Mais on fait quoi alors? Non, mais il y a un problème, on n'aime pas le problème. Alors bon. On fait On quoi? fait quoi? On va à la pêche, on est un dandy, on fait quoi? Un tweet? Donc là, il y a un problème fondamental. On ne peut pas dissocier ces deux expressions. Ce qui veut dire que
est-ce qu'il y a des hommes politiques ou des femmes politiques lucides? Il y en a eu. Moi, j'ai eu la chance de croiser Édith Cresson. Je pense qu'elle était lucide, c'est ce qui m'a amené à discuter avec elle. Mais c'est vrai que c'était très, très compliqué pour elle, parce qu'elle avait compris, en fait, elle avait compris ce que c'était l'accroissement de puissance par l'économie. Je pense qu'Édouard Balladur l'a compris durant la période de cohabitation, dans les négociations, justement, du GATT, où il a repris en main le dossier français, mais en dehors de Cresson et de Balladur. Qui d'autre? Ben, franchement, je cherche. Parce que, alors si, on peut me dire, oui, sous Hollande, on a un ministre qui a, après, fait son coming out en disant je reconnais qu'on a fait des choses qu'on n'aurait jamais dû faire et qui a essayé de lutter contre. Arnaud Montebourg, c'est Voilà, ça, oui, qu'on a reçu ici. Je vous renvoie d'ailleurs vers cette et interview. qui a fait une très belle déclaration au Sénat, je crois, une sorte de réquisitoire sur tout ce qui avait été perdu. Et il faut lui rendre hommage pour ça. Mais peut-être aurait-il fallu qu'il tape plus fort du poing sur la table quand il était ministre, et parce qu'il fallait. Et malheureusement, bon, il n'était pas forcément à ce rendez-vous-là, mais au moins, il a pris la parole après, au moins il a dit les choses telles qu'elles devaient être dites. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de choses en France, mais est-ce qu'au niveau de l'Union européenne, il y a eu de l'aide ou au contraire, plutôt du sabotage? Quel rôle a joué l'Union européenne là-dedans? Alors, moi, à mon petit niveau, je sais que quand Édith Cresson était commissaire à Bruxelles, je suis allé la voir parce qu'on avait une relation constructive. Mais j'ai vu quoi? Son entourage, les hauts fonctionnaires français autour d'elle, il n'y avait pas que des Français, mais je parle des Français, c'était le premier barrage. Parler d'intelligence économique, on ne parle même pas de guerre économique, ça a donné lieu à quelques écrits dans un livre vert, mais il n'y a pas eu de suite, il n'y avait pas de prise de conscience. C'est-à-dire, on aurait pu se dire à l'époque, ouvrons le dossier de l'énergie, y a-t-il une politique énergétique commune? Au moment où les Allemands signaient un accord bilatéral avec la Russie, tournant le dos à une politique européenne commune pour qu'on soit plus fort ensemble sur une question aussi primordiale que l'énergie, il n'y a même pas eu le début de l'ombre d'un débat pour dire ça, oui, ça pourrait être un enjeu stratégique au niveau européen. Donc, on a ce problème. On a ce problème que c'est seulement maintenant qu'on commence à voir apparaître, en 2023, des velléités de s'interroger sur l'Europe ne peut pas continuer à être ce jardin d'Éden de la libre concurrence dans un monde hostile, en essayant de sauvegarder son mode opératoire. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi? Parce que bon, je veux bien qu'il y ait des velléités, mais ça, il y en a plein, hein. C'est aussi comme notre capacité à expliquer nos échecs. Mais enfin, c'est Oui. sûr qu'il n'y a pas de succès, alors on ne peut pas faire autre chose. Mais au niveau de l'Union européenne, il y a quand même fréquemment des cas aussi de guerre économique entre les États qui la composent, ce qui semble un peu fou, non? Alors, ça, c'est le problème insoluble. C'est-à-dire que vous avez 1000 fois raison. Le premier problème, c'est toutes les rivalités économiques qui fragilisent considérablement toute démarche d'unité stratégique. Je prends un exemple sur lequel on travaille pas mal à l'école de guerre économique. Les rapports entre la Chine et l'Europe, au niveau des flux marchands. Quand on voit que les Pays-Bas ont pris la décision stratégique d'être le hub d'importation des produits chinois en Europe, ils en tirent un certain profit. Ce n'est pas une espèce de sadomasochisme pour permettre à la Chine d'envahir l'Europe de produits chinois. On voit bien qu'il y a un problème. On voit bien que c'est une particularité qui nous divise, mais qui ne donne pas lieu à un débat. Regardez encore sur la question de l'énergie, même si là, le gouvernement français a enfin commencé à réagir vis-à-vis de l'Allemagne sur notamment l'industrie nucléaire, et il était temps, il était grandement temps. Mais l'Allemagne continue sur tout un tas de domaines, et c'est naturel d'une certaine manière, à privilégier ses intérêts nationaux. Donc l'énorme faille de l'Europe, c'est l'unité stratégique sur des enjeux majeurs. Elle n'existe pas. Et est-ce que l'Allemagne elle est mieux préparée à la guerre économique? Je crois qu'il ne faut jamais oublier que lorsque l'Allemagne a perdu, quelques années à peine après sa défaite, est déjà dans une démarche de reconstruction de sa puissance, coûte que coûte, et la seule voie qu'elle peut emprunter, à l'époque, c'est l'économie.
Donc, reconstruire la puissance de l'Allemagne, c'est pas simplement rebâtir les usines, c'est pas simplement travailler plus qu'ailleurs, non, c'est avoir des stratégies, et des stratégies qui ne sont pas forcément synchronisées avec les nôtres, bien sûr. Donc les contradictions, elles vont apparaître dès la fin des années 50 dans la construction européenne, et l'Allemagne en tant que telle, oui, elle a une culture de la guerre économique que nous n'avons pas, pour une raison très simple, c'est que reconstruire par l'économie, je le répète, c'est pas simplement relancer l'économie, c'est articuler une notion de puissance. Articuler une notion de puissance, ça veut dire fonctionner différemment que nous le faisions au même moment. On l'a dit un peu plus tôt, mais la guerre de l'information devient déterminante dans les rapports de force internationaux. La France avait la réputation d'avoir de très bons services de renseignement. Est-ce que c'est toujours le cas? Je pense qu'effectivement, ça correspond aux périodes politiques. C'est-à-dire que le passage de Gaulle a laissé une trace dans le fonctionnement même du renseignement français à l'époque. Je me souviens, et c'est le seul secret que le général Alain Gagnon-Marolles m'ait confié, mais avec le temps, on peut peut-être l'évoquer. Marolles me disait, une fois, j'ai réuni plusieurs grands patrons français, nous avions récupéré le plan stratégique de tel groupe industriel de tel pays étranger. Et nous leur avons donné. Et Marolles, qui avait beaucoup d'humour, de dire quelle ne fut pas ma surprise de constater la réaction de ces patrons qui ont dit « mais que voulez-vous qu'on en fasse ?» Alors ça, c'est une belle photographie, un bel instantané. Vous voyez l'incompréhension. Donc oui, on avait des services de renseignement dont une partie était réellement mobilisée. On peut même dire que ça a duré, et ça, on l'oublie, jusqu'aux années 80, puisque Pierre Marion, le seul patron du renseignement extérieur français qui venait du monde industriel, avait diligenté dans les années 80 une très très grosse mission d'espionnage sur territoire nord-américain, États-Unis, sur l'industrie informatique, qui était complètement synchrone avec tous les problèmes qui nous avaient été posés au début des années 60 par rapport à l'industrie informatique américaine. Plusieurs dizaines de cadres supérieurs espionnés sur sol américain pour le compte de la DGSE, qui avait nouveau nom du SDEC donc, et cette opération, hélas, a été inventée, semble-t-il, si j'en crois un journaliste de l'Express, par une trahison à l'intérieur de la DGSE, quelqu'un qui avait des états d'âme, comme quoi c'était très mal d'espionner un allié. Mais c'est une opération qui n'était pas hors sol, qui correspondait vraiment à des différentiels lourds de compétition entre l'industrie informatique atlantique, nord-atlantique et la nôtre, et avec des recherches de besoins très très précis en captation de technologie. Donc oui, on avait ça. Et aujourd'hui, c'est dans quel état cet appareil de renseignement Alors il a été mis en sommeil pendant très longtemps, au niveau offensif. Il est en train de se réveiller. La bonne nouvelle, c'est il y a eu une communication, il n'y a pas très longtemps, d'un représentant de la DGSE au colloque des directeurs de sécurité, de sûreté d'entreprise, qui a dit on redevient offensif. Donc, on est obligé, on n'a pas le choix. Oui, Alors parce que je rappelle aussi que après la chute du mur en 89, comme les États-Unis avaient un immense appareil de CIA, de NSA, d'espionnage, il a été décidé de, comme il n'y avait plus d'ennemis comme ça pressants comme l'URSS, de le mettre au service plutôt de l'économie américaine et de faire en sorte que, par exemple, si un jour, quand les espions ont des informations sur Airbus qui est en train de prendre un marché en Thaïlande, eh bien, de passer cette information à Boeing immédiatement. Donc d'utiliser leur service de renseignement politique ou d'État au service des entreprises. Et donc, comme vous le disiez, ce qu'on n'a pas fait pendant longtemps et a priori ce qu'on est en train de faire. Je vous renvoie, on en avait parlé avec Ali Laïdi dans une interview sur ce sujet-là. J'ai envie de vous demander, 10 ans après l'affaire Snowden, est-ce qu'on a pris des mesures pour se protéger de cet appareil d'espionnage américain, d'une façon peut-être plus générale, de la surveillance étrangère? Alors, disons qu'il y a une surveillance qui s'est accrue, mais le problème qui est lié à la logique de dépendance dont je parle depuis le début de cet entretien, c'est que même s'il y a en France des structures de renseignement et de sécurité qui travaillent sur ces questions, ça ne sera jusqu'à une période récente, ça n'était
pas une priorité. C'était d'autant moins une non-priorité que nous étions fortement dépendants des États-Unis d'Amérique en termes de renseignements par rapport à la lutte contre l'islamisme armé, l'islamisme terroriste, Daesh ou des forces de ce genre. Et les Américains étaient les premiers à nous rappeler que si nous voulions avoir accès à tout un tas d'informations qui nous ont d'ailleurs été très utiles, notamment sur des opérations aussi en Afrique subsaharienne, rappelez-vous, il ne fallait pas les déranger sur d'autres sujets. Donc il y avait une espèce d'accord de principe, ce qui a gelé complètement pendant très longtemps toutes les opérations offensives de renseignement de nature économique française. Je le répète, c'est en train de changer. Mais le problème demeure malgré tout. C'est-à-dire qu'il est évident que lorsque les services français, notamment dans le cas de l'ingérence juridique dont vous parliez tout à l'heure, se sont manifestés sur le territoire français, des solutions ont été proposées au pouvoir politique français, notamment vis-à-vis d'un cabinet d'avocats américains très intrusif sur le territoire parisien, et qui n'ont pas été acceptées par le politique, de peur qu'il y ait, une fois de plus, un coup de canif donné dans cet accord implicite de dépendance qu'il ne fallait pas remettre en question. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant ? Je crois que la présence du renseignement américain en France est tout aussi importante, que l'affaire Snowden n'a rien solutionné réellement, que nous avons d'énormes problèmes par rapport au cloud, par rapport aux technologies d'information, par rapport aux data, par rapport à toute cette masse dont nous sommes dépendants, puisque nous n'arrivons pas, pour l'instant en tout cas, à nous extraire de cette dépendance. Ça, c'est le vrai débat. C'est-à-dire le monde immatériel est un monde quasi neuf, où théoriquement on devrait chercher des marges de manœuvre, mais hélas, nous reproduisons dans le monde immatériel le même schéma de dépendance que celui qui existait dans le monde matériel. Face à ces grands enjeux, beaucoup de gens se sentent impuissants, un peu dépassés, sur lesquels il n'y a pas vraiment de contrôle démocratique d'ailleurs. J'aimerais te demander, est-ce que les peuples ont un rôle à jouer? Parce que les États en général ont tendance à camoufler un peu leurs intentions en revêtant ou en affichant des doctrines des bonnes intentions. On va promouvoir la démocratie, on va aider la liberté, mais que dans certains pays, attention. Pourtant, quand les citoyens s'en rendent compte, alors évidemment on pense au Vietnam où là la mobilisation des citoyens était déterminante, on le voit un petit peu avec la Palestine, quand même, dans des pays où il y a quand même des manifestations un peu, enfin qui commencent à être assez importantes, même s'il n'y a pas vraiment d'effet encore en termes de pression. Mais est-ce que la prise de conscience de tous ces problèmes par les populations et leur mobilisation pourrait avoir un rôle? Moi, je crois que ça pourrait avoir... La prise de conscience des populations, c'est un rôle essentiel. Nous travaillons énormément sur ce sujet. C'est-à-dire, j'ose dire que l'école de guerre économique s'automissionne sur des cas un peu exemplaires, où on essaie d'avoir la légitimité maximale pour faire des démonstrations, rendre les résultats publics. Mais au-delà de la petite entité que nous sommes, je pense qu'aujourd'hui, sur les vrais enjeux dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, en matière de santé publique, en matière d'accès à la connaissance, en matière de données personnelles, tous les champs que je suis en train d'évoquer pourraient nous permettre de mobiliser des structures de la société civile pour soutenir des démarches stratégiques d'un État, en l'occurrence la France. Le problème, et vous parliez tout à l'heure de guerre de l'information, là on arrive dans le vif du sujet. Le pouvoir politique français sait parfois parfaitement mener des opérations de guerre de l'information. Là, je ne parle pas du Quai d'Orsay, de la diplomatie et de ce qui a été dit officiellement, Emmanuel Macron mandatant le Quai d'Orsay pour gérer l'articulation de tout ça, pour une raison très simple, c'est que la guerre de l'information, ce n'est pas un combat direct, ça peut l'être, mais c'est surtout un combat indirect. Donc on ne peut pas être juge et parti. On ne peut pas dire
je lève le doigt, moi, France, pour dire c'est mal. Ça ne marche pas. Il faut que ça soit une structure qui ne représente pas l'État, qui soit hors de l'État, qui soit dans une logique de guerre de l'information au service indirect de l'État pour mener à bien un certain nombre d'actions. Plein de pays ont des dispositifs de ce genre. Nous, malheureusement, pour l'instant, nous butons sur quelque chose de presque d'infranchissable, c'est que l'appareil d'État français ne sait pas accepter qu'il y ait à ses côtés, hors de ses murs, des forces qui agissent pour la France sur des intérêts de guerre de l'information. Ça, c'est un problème majeur. On en a fait la démonstration à propos de l'Allemagne. Quand on a montré du doigt 2 fondations allemandes qui finançaient des partis politiques français en France pour dénaturer l'image du nucléaire et voir un peu plus, c'est nous, petites structures privées, qui avons levé le doigt pour amener l'argumentation en disant c'est pas normal. C'est pas l'administration française qui a décidé d'intervenir pour rappeler aux Allemands qu'il ne faut pas être un gérant de cette manière. Des dossiers comme ça, mais il y en a des centaines aujourd'hui. Oui, mais comment voulez-vous que l'État accepte d'avoir une structure indépendante qui va œuvrer pour le bénéfice des intérêts de la France quand une partie des élites, vous avez dit tout à l'heure, trahissent les intérêts de la France? Alors peut-être pas trahir, dans leur vision, c'est bien d'être soumis aux Allemands, c'est bien d'être soumis aux Américains. Ce n'est pas non plus des traîtres à fusiller, c'est pas ce que je dis, mais voilà. Enfin, en tout cas, on peut dire que les décisions qui sont prises, quand on prend une décision, elles ne rentrent pas clairement dans le cadre des intérêts supérieurs de la France en théorie. Donc, il ne peut pas y avoir des gens indépendants qui vont aller contredire exactement ce que fait l'État. On est bien d'accord. Vous avez posé les bases de l'équation. C'est-à-dire, tant que dans la classe politique française, il y aura une domination des gens qui acceptent la dépendance américaine, mais aussi chinoise. Donc, vous avez 1000 fois raison de dire, ça va être très compliqué pour que l'appareil d'État commence à s'émanciper de cette chape de plomb de la double dépendance américaine et chinoise. Mais, j'insiste, nous sommes dans une phase intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de continuer à vivre comme nous le faisons en ce moment. Si la majorité de la classe politique fait fausse route, c'est mal parti. Comme vous dites, à partir du moment où c'est complètement mort au niveau du champ politique comme ça, parce qu'il ne faut pas une troisième dimension, où il y aurait plus les citoyens. Mais dans ce cas-là, comment les intéresser aussi à ces C'est le grand défi. Je pense qu'il faut la troisième dimension dont vous parlez. Je pense qu'il faut une mobilisation sur le terrain de la société civile. Et là, je ne parle pas d'ONG qui vont se créer des rentes de situation. Non, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de gens qui ont compris qu'il était absolument nécessaire, par l'articulation locale, par des situations bien précises, l'union fait la force. Il va falloir réellement créer ce réseau pour se battre, sur le plan cognitif bien sûr. C'est absolument indispensable. Nous n'avons rien à attendre de la classe politique actuelle. Oui, mais pour accroître la puissance de la France par l'économie, il faut quand même être autonome. Parce que c'est sûr, si on dépend de l'argent chinois, des outils américains, c'est sûr qu'on est soumis à un chantage, quoi. Forcément, à une espèce de raquette. Bien sûr. Une raquette, parce qu'on a laissé la puissance à d'autres. Mais on n'a pas aujourd'hui cette autonomie, on l'a bien vu au moment de l'époque du Covid. Et peut-être, je trouve que c'est assez dramatique, non seulement, évidemment, on a eu tous ces problèmes, mais on n'en a pas tiré de leçons. C'est-à-dire que si il nous arrive bientôt le Covid 2024, on va nous dire encore, désolé, il n'y a pas de masque, parce qu'on n'a pas fait un outil de production industrielle de masques en France. On a essayé, on a mis 2-3, puis ça s'est vite. J'ai vu qu'il y a encore des entreprises qui ont fait faillite et qu'on dépend encore à 90% de la Chine et qu'il faudra encore aller se battre avec les Tchèques sur des aéroports pour piquer 3 masques. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrive à changer les choses? Comment on fait pour que la France ait les moyens d'être indépendante? On n'a pas d'autre choix, pour l'instant, que de créer des cas d'école, parce qu'il faut faire de la pédagogie, pour montrer en quoi on peut aboutir à des petites victoires. Ça veut dire créer un réseau de citoyens et de citoyennes sur ce terrain-là. Et là, ce n'est pas l'histoire des cahiers de doléances, hein. Ça n'a rien à voir. Là, on n'est pas sur le terrain gilet jaune ou autre, ce n'est pas du tout ça auquel je pense. Je pense à des gens qui sont dans la vie active, qui construisent en commun des solutions là où c'est possible, pour essayer justement de construire des éléments qui échappent à cet ensemble-là dont vous venez de parler.
Alors, ça peut sembler utopique. Personnellement, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, je prends un exemple. Moi, je suis sur le terrain de l'éducation. L'éducation, on sait très bien qu'il y a l'effondrement abyssal de l'éducation nationale publique. On voit bien qu'on ne peut pas continuer sur cette pente-là. Que ça plaise ou non, d'ailleurs, à l'ensemble des acteurs. Et quand je parle de l'ensemble des acteurs, il n'y a pas que le ministre qui est montré du doigt, qui semble faire des choses d'ailleurs, le dernier en poste, mais il y a aussi le monde enseignant qui a entièrement à se remettre en question lui-même. Et là, je parle du public. Et pas que les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, le monde enseignant. Si je prends un exemple, mais vraiment un exemple à charge sur ce monde enseignant, qui a dénigré l'enseignement technique en France? Qui a dénigré toute la filière de l'apprentissage absolument nécessaire pour garantir le socle des toutes petites entreprises, des PME et d'une phase d'industrialisation? Mais c'est d'abord les enseignants. N'importe quel élève qui a fréquenté un lycée ou un collège, quand on était à mon époque en cours d'orientation à la fin de la troisième, quel était le disque oreiller qui tournait? N'allez surtout pas en enseignement technique. Sous-entendu, c'est dévalorisant. Et qui nous disait ça? Les enseignants. C'est dommage parce que surtout avec l'intelligence artificielle, c'est peut-être ces emplois techniques qui vont peut-être survivre à ce qui va se passer devant nous. Parce qu'entre un radiologue et un plombier, dans 20 ans, il y en a un qui a encore un travail. Et Mais c'est bien pas ce qu'on sûr, pense, ouais. mais bien sûr, ça nous saute aux yeux. Mais notez bien qu'aujourd'hui encore, ce n'est pas le débat. Pourtant, on a la comparaison entre la manière dont fonctionne le système éducatif allemand, qui là, pour le coup, je trouve est hyper intéressant, où quand on est un apprenti en Allemagne, c'est pas honteux, et qu'un apprenti peut même revenir dans une chaîne, reprendre la chaîne, et terminer même parfois en enseignement supérieur, en bac plus 4, bac plus 5. Et c'est naturel. En France, être apprenti, mais ça y est, vous êtes mort. Ah bon, je parlais de l'intelligence artificielle, mais plus largement, il y a un point finalement sur lequel on n'est jamais déçu avec l'Europe, c'est notre capacité à toujours échouer. Il y a eu un truc qui s'appelle une révolution numérique, quand même un sacré changement dans l'économie et dans la puissance. Et on se rend compte au bout d'une vingtaine d'années que tous les intervenants, les GAFAM, sont tous américains. Est-ce que la situation sur ce point-là est encore rattrapable ou il va falloir qu'on trouve autre chose, qu'on attende peut-être une autre évolution pour essayer de trouver notre place? Je reprends le vœu de la conférence de Lisbonne. Qu'est-ce qui nous tend les bras? Ce que les Américains ne savent pas faire, c'est la pluralité culturelle. L'axe central stratégique, c'est on n'unifie pas les cultures, on s'enrichit des différentes cultures. Et ça, c'est très différent. On l'a devant nous, cet axe central. Il suffit simplement de le faire vivre. C'est la capacité à se nourrir de cet ensemble de cultures. Et là, il faut produire de la connaissance. Et là, si on fait du ChatGPT tiré d'un système monoculturel, on va s'appauvrir. L'appauvrissement aux États-Unis, il suffit d'aller dans l'équivalent des maisons de la presse américaine pour voir ce qui est vendu. Il faut voir combien il y a de livres vendus. Et là, je parle pour le peuple américain. Je ne parle pas de la bibliothèque d'Harvard, justement. Et là, on voit que, hélas, le premier empire du monde, sa plus grande faiblesse, c'est d'avoir réduit la connaissance à la portion congrue de la société de consommation au niveau le plus pauvre qui soit. Quand on a ça sous les yeux, l'axe stratégique, il est exactement le contre-pied de ça. Donc oui, on pourrait réagir. Oui, on pourrait travailler, nous, sur de l'intelligence artificielle, mais sur cette richesse culturelle, surtout pas sur l'autre modèle. Mais pour le faire, il faut avoir, et on en revient à ce que vous disiez, des gens dans la société civile, des gens du monde académique et d'autres qui relèvent le défi, justement, qui relèvent le défi, qui ne sont pas là à attendre leur ticket
pour publier un article dans une revue notée du système de contrôle nord-américain et pour parler la même langue, c'est déjà compliqué, et surtout pour être sur la même chaîne de concepts. Oui, puis je dirais aussi, il faut résister au rouleau compresseur européen qui essaye quand même De niveler. d'aller niveler, de construire une espèce de culture unifiée, une langue unifiée, etc., etc. hein. Mais pour réagir, que pensez-vous du fait que le protectionnisme économique est très mal vu en France alors qu'il est, et en Europe, hein, alors qu'il est, enfin, il est même interdit en Europe, pas grâce aux lois européennes, alors qu'il est allègrement pratiqué, évidemment aux États-Unis, hein, qui ont plusieurs lois pour avantager toute leur société, toutes les lois Buy American Act, ce genre de choses. hein. Et la Chine qui, évidemment, manipule sa monnaie, puisque le gouvernement fixe la valeur de la monnaie, l'a fixée beaucoup trop bas, donc les produits chinois, ils sont sans doute 50% pas assez chers, hein, parce que le gouvernement chinois dit, tiens, j'appuie sur un bouton, il y a des gens qui sont assez bêtes pour faire du libre-échange avec moi, qui suis quelque part protectionniste, alors bon, tondons la bête, et je ne leur jette pas la pierre, ils ont bien raison, quand tu as des gens stupides comme ça économiquement en face de vous. C'est quoi votre vision de cette notion de protectionnisme? Le protectionnisme, c'est une arme comme une autre. Mais comme vous l'avez dit, encore faut-il l'utiliser. J'en reviens à la case départ. Tant qu'on aura dans les ministères stratégiques des gens qui se contentent simplement d'appliquer le lissage européen tel qu'il existe aujourd'hui, et pas plus, ce mot est un mot tabou. Donc il n'est pas dans le registre accepté. Le problème qu'on a vraiment maintenant, c'est qu'il faut réapprendre à marcher. D'abord, la sécurité économique. Ensuite, il va falloir réapprendre à être protectionniste là où c'est nécessaire. Je n'ai pas dit là où c'est possible. Là, je ne vais pas être le macroniste de base. Je dis là où c'est nécessaire. Si on détermine qu'il faut que nous soyons protectionnistes là où c'est nécessaire, vous doutez bien que on en revient à la société civile, on en revient à des milieux qui vont comprendre et porter cette manière de faire, donc à démontrer la nécessité absolue de faire. Et là, ce n'est pas des dissidents qu'on construit, c'est des citoyens qui deviennent de nouveau responsables, ce qui n'est pas du tout la même chose. Justement, ces citoyens, il va falloir qu'ils se mobilisent parce qu'on est à l'aube d'un changement de paradigme assez important avec le changement climatique qui est devant nous, avec l'épuisement des ressources qui est devant nous. Comment ce changement de monde, en fait, va, d'après vous, influencer les relations internationales? On est en train de se rendre compte de choses qui sont évidentes, mais vous avez bien compris qu'on n'a pas trop envie de le voir. Le monde, c'est clair, c'est fracturé. On ne va pas recoller les BRICS en les divisant pour remettre sur scène une espèce de nouvelle mondialisation, heureuse ou malheureuse, sous le pilotage direct des États-Unis d'Amérique. Ce monde-là n'existe plus. Alors on est encore des somnambules, parce que c'est devenu une mode en Europe d'être somnambule, j'ai l'impression. Mais ce monde-là n'existe plus. On sait très bien aussi que le monde occidental n'existe plus. Et ça a été acté à partir du moment où plusieurs présidents des États-Unis, bien avant Biden, Trump et Obama, bien avant, avaient déjà acté que l'Europe ne comptait pas ou ne comptait plus. Ce qui comptait, c'était l'Asie et les États-Unis. Et depuis très longtemps, en fait. Aujourd'hui encore, c'est difficile d'admettre ça. Parce qu'à partir du moment où on a compris que l'Europe va devoir se débrouiller toute seule, ça veut dire qu'il faut revoir tous nos paramètres. Ça veut dire qu'il faut non pas un plan A, l'unité européenne, et on s'y tient, mais aussi des plans B, voire des plans C. Et le plan B, c'est quand l'unité ne fonctionne pas et qu'on n'a pas d'autre choix que de redevenir sur un terrain d'unité nationale, d'intérêt national. Comment on fait? Et un plan C, c'est que si on n'arrive pas à construire un terrain d'unité nationale, c'est avoir des zones de résistance citoyenne qui deviennent des grains de sable qui empêchent le rouleau compresseur d'avancer. Et là, on est quasiment, je le répète, non pas dans la dissidence, mais dans la responsabilisation
de groupes de citoyens qui décident d'agir sur leur terrain économique ou socioculturel ou éducatif, là où c'est possible, et qui le montrent, et qui font de la pédagogie, et qui ne reculent pas, surtout. Alors, 2022 a marqué le passage des 8 milliards d'habitants sur la planète. On voit sur les cartes que démographiquement, les choses sont en train de changer. L'Inde est venue sur le devant de la scène, puisque en 2023, eh bien, elle a dépassé la Chine. Donc, désormais, le pays le plus peuplé, c'est l'Inde. Et pendant ce temps-là, on le voit sur ce deuxième graphe, eh bien, l'Europe, qui en fait déjà pesait pas grand-chose depuis un certain temps, a entamé une décroissance démographique. Donc, est-ce que vous pensez que cet élément démographique, avec l'émergence à venir d'ailleurs aussi de l'Afrique d'ici la fin du siècle, et le passage normalement des 10 milliards d'habitants, va être un élément déterminant sur l'avenir des relations internationales et donc des guerres économiques? Je crois que ce décalage-là, qui est en train de s'accentuer d'année en année, c'est l'élément essentiel. Mais l'histoire nous le démontre depuis son origine. Nous sommes devant un problème insoluble, ce décalage démographique. Et notez bien, vous l'avez compris, que si on prend le cas de l'Europe, qu'est-ce qui est en train de se profiler? La réaction naturelle face à cela, c'est la rétractation, c'est le repli sur soi. Donc il est clair que dans les 20 prochaines années, l'évolution politique de l'Europe risque de manifester ce type de repli sur lui-même. Le problème qu'on a, c'est que nous n'arrivons pas à faire autre chose. Si je prends par exemple le bilan de la France vis-à-vis de l'Afrique, il est grand temps aujourd'hui qu'on relise le livre de David Todd sur l'identité économique de la France et le livre de David Todd sur l'Empire de velours, pour bien comprendre que on a fait un empire colonial, non pas parce qu'on avait une très grande idée de la conquête à travers le monde, avec même ce que j'appellerais des idées très arrêtées, des choix particuliers, etc., mais tout simplement parce qu'on a pris une raclée en 1870 et qu'il fallait qu'on crée un ersatz, et je vous renvoie au fameux débat toujours cité entre Clémenceau et son alter ego socialiste, l'homme qui s'appelle Jaurès et qu'on présente quand même comme un grand démocrate progressiste et qui était fondamentalement raciste au sens défini du terme et revendiqué. Bon. Si on ne relit pas ces ouvrages-là, on ne comprend pas que la stratégie de la France en Afrique, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu de stratégie. Il y a eu un certain nombre d'opportunités qu'on a ensuite gérées dans des cas très différents si on parle d'Afrique subsaharienne avec le Maghreb et à l'intérieur du Maghreb, les 3 pays, Tunisie, Maroc, Algérie, d'une part. Et deuxièmement, parce qu'on part là, mais on n'a pas de stratégie après être parti, à part l'armée française qui va essayer de se maintenir là où c'est encore possible, mais sinon il n'y a pas de stratégie. Donc, vous imaginez le problème. D'un côté, le repli sur soi, et de l'autre, sur la présence mondiale qu'on avait, on découvre que finalement, il n'y a pas de stratégie. Donc, il faut inventer, non pas un nouvel impérialisme ou un nouveau colonialisme, non, il faut voir comment on peut travailler avec un continent, là je pense à l'Afrique, qui, contrairement aux apparences, va mettre énormément de temps à évoluer. Je ne crois pas une seconde à la rapidité fulgurante du développement de l'Afrique. Regardons où en est l'Afrique. L'Afrique est dans un continent où, bien sûr, il y a tout un tas de richesses, il y a des changements, on est bien d'accord, mais c'est une situation quand même catastrophique dans énormément de pays. Il y a des pays qui ont totalement régressé. Et là, je ne dis pas, si je cite l'Afrique du Sud, ce n'est pas pour vanter l'apartheid. L'Afrique du Sud a régressé. Le Nigeria a régressé. Quand j'étais à Sciences Po Paris, on me rabâchait que le Nigeria allait être la première puissance nucléaire de l'Afrique noire. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, ne rêvons pas.
c'est un continent où ça va être très compliqué et de manière durable. D'où nécessité absolue comment on travaille avec les Africains, et notamment avec la diaspora africaine qui existe en France et qui est française. Là, on voit notre déficience majeure. On n'y arrive pas. On y arrive à la marge sur du culturel, mais au sens de l'économie. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les forces vives de la nation française sur le terrain économique pour avoir réellement un dialogue constructif avec cette partie du monde? Je cherche et je ne trouve pas forcément. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Un livre, un film. Le livre Fahrenheit 451, le film est connu du même nom. Pourquoi? L'idée de l'auteur, c'est dans un monde du futur, on détruit les livres, on les brûle. Les pompiers brûlent les livres. La morale de l'histoire, c'est apprendre par cœur la connaissance, car l'avenir de l'humanité, c'est la connaissance. Et cette connaissance, il ne faut pas la perdre. Il ne faut pas l'appauvrir. Le grand échec de l'Empire américain. Il ne faut pas l'appauvrir. C'est la raison pour laquelle on a créé, c'est un clin d'œil, ce fameux centre de recherche 451. Car la philosophie de notre centre de recherche appliquée, c'est comment produire de la connaissance. C'est comment la rendre diffuse. C'est comment être à 360 degrés. Enfin, j'extrais le camembert salafiste et frères musulmans, là je prends position, qui sont des ennemis mortels de l'humanité. Dans l'humanité qu'on souhaite, c'est-à-dire une humanité qui se parle, une humanité qui se respecte, une humanité qui ne s'exclut pas en aucun cas. C'est ça mon vœu, et c'est ça mon optimisme.